Après une décennie d'incertitudes et de recherches incessantes, une nouvelle phase d'espoir émerge dans la quête pour découvrir le destin du vol MH360. Vous voyez, le mystère du vol MH370 pourrait enfin être résolu. Des années ont passé, mais la douleur et la curiosité n'ont jamais disparu. Maintenant, de manière choquante, une nouvelle piste a émergé. Les cœurs s'accélèrent alors que nous nous rapprochons de la vérité de cette saga inoubliable. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la dernière avancée, dénouant l'histoire qui a captivé le monde. Notre histoire commence dans les premières heures d'un frais matin de mars 2014. Pour être plus précis, tout a commencé à 12h41 du matin, en mars. Un grand avion, le vol 370 de Malaysian Airlines, se préparait à décoller. Il était prévu de voler de l'aéroport international de Kuala Lumpur en direction de l'aéroport international de Pékin, en Chine. Ce n'était pas censé être un long voyage, juste un peu plus de 6 heures du début à la fin. Le grand avion utilisé pour ce voyage était un Boeing 777, qui n'était pas exactement flambant neuf. Il volait depuis 12 longues années et portait le numéro d'immatriculation 9M-MRO. La personne pilotant l'avion était le capitaine Zahari Parmanshah, un pilote très expérimenté et compétent, âgé de 53 ans. Le capitaine Zahari pilotait des avions depuis longtemps, totalisant 18 365 heures de vol. Il connaissait bien cet itinéraire et aimait vraiment piloter. Il partageait souvent des histoires sur ses vols et parlait de son amour pour les avions sur les réseaux sociaux. Avec lui dans le cockpit se trouvait le premier officier Farik Abdulhamid, un jeune homme de 27 ans qui avait 63 heures d'expérience de vol. Ce vol particulier était une formation pour lui, une chance d'apprendre davantage, mais malheureusement, cela s'est avéré être son tout dernier. Il y avait aussi à bord des membres d'équipage amicalement dévoués. Elle était désireuse de s'assurer que tous les 200 passagers, y compris 5 petits-enfants, soient en sécurité et à l'aise. Bien que la plupart des passagers soient originaires de Chine, l'avion ressemblait à une petite communauté internationale volant haut au-dessus des nuages. Il transportait 300 000 personnes, des Malaisiens ainsi que des Indonésiens, Australiens, Indiens, Français, Américains, Iraniens, Ukrainiens, Canadiens, Néo-Zélandais, Russes et Taïwanais. Alors que le grand avion roulait sur la piste 30 et prenait son envol, il disparut dans la nuit sombre, se dirigeant vers le nord-est au-dessus du vaste mer de Chine méridionale. Une fois qu'il atteignit l'altitude de croisière de 35 000 pieds, l'équipage contacta le contrôle aérien de Kuala Lumpur pour dire que tout se passait bien. Peu de temps après, alors que l'avion s'apprêtait à entrer dans l'espace aérien vietnamien, les contrôleurs aériens en Malaisie envoyèrent un message d'adieu standard. C'est comme dire « bonne nuit » en éteignant les lumières. Le capitaine Zahari répondit « Bonne nuit, Malaysian 370 ». C'est la manière habituelle dont les pilotes disent au revoir lorsqu'ils passent d'une région de contrôle aérien à une autre. Mais c'est là que les choses prennent un tournant vers l'inconnu. Juste au moment où l'avion entrait dans le ciel vietnamien, il disparut des radars. Son transpondeur, qui est comme une carte d'identité d'avion envoyant toutes ses informations vitales à ceux qui regardent d'en bas, cessa soudain de fonctionner. Ce bug transforma l'avion dans un fantôme dans le ciel. Ceux qui le suivaient, ainsi que le contrôle au sol, perdirent toute vue et compréhension de son emplacement ou de ce qui se passait à bord. C'était comme si, en un clin d'œil, l'avion était entré dans une ombre, laissant tout le monde perplexe et inquiet. L'histoire devint encore plus étrange et mystérieuse. Avant la disparition de l'avion, personne à bord n'avait envoyé de signal d'urgence. Il n'y eut aucun rapport de mauvaise motorisation ou de problème technique avec l'avion. Puis, vers 1h30 du matin, quelque chose d'inattendu se produit. Tant les militaires que les civils monitorant le radar, en Malaisie, virent l'avion. Mais quelque chose n'allait pas. L'avion n'était pas là où il était censé être. Il fit quelque chose de vraiment surprenant, il fit demi-tour et commença à revenir sur ses pas. Ensuite, il vola vers le sud-ouest, à travers une grande zone avec beaucoup d'arbres et de terre, mais il ne s'arrêta pas là. L'avion changea encore une fois de direction et vola vers le nord-ouest à travers un grand plan d'eau qu'appelait le détroit de Malacca. Personne n'a la moindre idée de pourquoi l'avion a fait ces choses étranges. Y avait-il un problème avec l'avion? Quelqu'un avait décidé de changer de cap intentionnellement ou y avait-il une autre raison? À ce moment déroutant, le pilote d'un autre avion essaya de contacter le vol 370. Ils utilisèrent un canal d'urgence spécial pour tenter de transmettre un message des contrôleurs aériens vietnamiens. Ils demandaient aux équipages du vol 370 de revenir vers eux.
Le pilote de l'autre avion réussit à établir une sorte de connexion, mais la conversation qu'ils eurent n'était pas du tout claire. Au lieu de mots, tout ce qu'ils entendirent furent des bruits étouffés et beaucoup de statique. Cela rendit tout encore plus déroutant et effrayant. Puis, dans les premières heures, lorsque tout était généralement paisible, quelque chose de surprenant se produit. À 2h32, les militaires malaisiens qui surveillent le ciel perdirent la trace de l'avion. Cela se produisit au-dessus d'un endroit mystérieux et profond appelé la mer d'Andaman. Le silence soudain du radar était un indice effrayant que quelque chose de mal pouvait avoir arrivé. Les choses devinrent encore plus effrayantes à 2h40. Les contrôleurs aériens responsables de surveiller les avions eurent une nouvelle choc. Ils contactèrent Malaysian Airlines et leur dirent quelque chose que personne ne voulait entendre. Le vol 370 avait disparu de leur radar. Ils ne pouvaient plus le voir. En entendant cela, Malaysian Airlines s'inquiéta énormément. Ils commencèrent une frénétique recherche pour retrouver l'avion. Ils contactèrent tous ceux qu'ils pouvaient penser pouvoir aider, d'autres contrôleurs aériens, des avions dans le ciel, quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose sur l'endroit où pouvait être le vol 370. Au moment où le soleil commençait à se lever, à 5h30, la recherche devint encore plus intense. Les équipes cherchant l'avion concentrèrent tous leurs efforts sur deux plateaux principaux, la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande. Ce furent les derniers endroits où l'avion avait été en contact. La pression pour découvrir son emplacement était énorme. Après la disparition, l'affaire devint un sujet majeur dans toutes les actualités. Beaucoup de personnes déclarèrent avoir peut-être vu l'avion, des pêcheurs, des travailleurs sur des plateformes olivifères, des résidents de Kuta, Wadu, Aol et des Maldives. Tous prétendaient avoir vu quelque chose. Certains témoignages étaient très détaillés. Par exemple, un pêcheur près de la côte de Kota Bharu rapportait avoir vu un avion volant anormalement bas, ce qui était à la fois étrange et alarmant. Continuez avec nous alors que le mystère grandit, avec des observations étranges et des idées qui étendent l'énigme au-delà de la simple disparition de l'avion. À l'autre bout du monde, dans les eaux silencieuses du Vietnam, à 1863 miles au sud-est d'un endroit appelé Vung Tau, quelque chose de troublant se produisit. Un travailleur sur une plateforme pétrolière, simplement en faisant son travail habituel, leva les yeux et vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Il rapporta avoir vu des flammes dans le ciel tôt le matin, quelque chose que personne n'attendait ni ne voulait voir. Les autorités vietnamiennes, entendant son récit, jugèrent cela suffisamment sérieux pour agir. Elles lancèrent une mission de recherche et de sauvetage, espérant découvrir ce que cette vision effrayante dans le ciel pouvait être. Pendant ce temps, des pêcheurs indonésiens ajoutèrent à la mystique croissante avec leurs propres récits alarmants. Ils prétendirent avoir été témoins d'un avion chutant près des détroits de Malacca. Cela ajouta une autre couche de confusion et de peur à l'affaire déjà mystérieuse du vol. Et juste au moment où tout semblait devenir plus étrange, 3 mois après la disparition initiale, une femme britannique naviguant à travers l'immense océan Indien se manifesta. Elle rapporta avoir vu un avion englouti par des flammes, ajoutant sa voix au cœur inquiétant des observations mystérieuses. Tous ces récits variés rendaient la disparition du vol 370 encore plus perplexe. Bien que chaque histoire soit différente, elles décrivent toutes un événement bizarre et tragique. Les questions continuaient de s'accumuler, avec très peu de réponses en vue. Que s'est-il réellement passé avec l'avion et tous ceux à bord? La recherche se poursuivait, alimentée par l'espoir et un désir implacable de découvrir la vérité derrière l'un des incidents les plus déroutants de l'histoire de l'aviation. Initialement, les efforts de recherche étaient concentrés sur la mer de Chine méridionale, puisque c'était là que l'avion était censé voler. Mais soudain, tout changea. De nouvelles informations apparurent, montrant que le vol 370 s'était écarté de sa route prévue et se dirigeait en réalité vers l'ouest. Cette révélation changea complètement le cours de l'enquête. Les zones de recherche furent élargies pour inclure de nouvelles régions, telles que le détroit de Malacca et les profondeurs mystérieuses de la mer d'Andaman. Mais ce n'était que le début d'un mystère qui continuait de s'approfondir et de devenir plus complexe. Plus tard, des indices vitaux émergèrent des signaux que l'avion manquant avait envoyés à un satellite. Ces signaux n'étaient pas simples, ils ressemblaient davantage à des chuchotements cryptiques venant du ciel, suggérant que l'avion était encore en vol 2 heures après avoir disparu des écrans radars. Cette information choqua tout le monde. L'avion avait volé sans être vu ni détecté pendant environ 6 heures, et son emplacement durant ce temps restait inconnu. Le 15 mars marqua un moment clé dans cette saga déroutante.
Exactement une semaine après la disparition de l'appareil, une entreprise connue sous le nom d'Inmarsat se manifesta, avec des données critiques. Bien qu'elle ne puisse pas localiser précisément l'avion, elle fournissait des indices vitaux. Elle suggérait que le vol aurait pu se retrouver dans l'une des deux régions très différentes. Le sud, s'écrasant probablement dans l'océan Indien, bien au sud-ouest de l'Australie, ou au nord, allant du Vietnam jusqu'au Turkménistan. Réalisant que l'avion n'était dans aucun des endroits initialement explorés, les coordinateurs de recherche effectuèrent un changement dramatique dans leur approche. Ils interrompirent leurs opérations dans les zones précédemment tirbalées, comme la mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande, et tournèrent leur attention vers ces nouvelles pistes. Mais il y avait un problème, surtout avec la route du Nord. L'idée que l'avion aurait pu voler vers le nord, en passant inaperçu au-dessus de pays comme la Thaïlande ou le Kazakhstan, semblait farfelue. Si l'avion avait emprunté cette voie, il aurait dû naviguer dans des cieux étroitement surveillés par les radars militaires de divers pays. Les nations de cette région étaient convaincues que leur système radar aurait détecté tout aéronef inconnu entrant dans leur espace aérien. Ainsi, la possibilité que le vol 370 ait pris cette route nord fut rapidement écartée, laissant le monde et les enquêteurs dans l'incertitude. Maintenant que la route du Nord n'était plus considérée, la zone à explorer devint beaucoup plus vaste. Ils divisèrent cette vaste zone en deux principales. La première, l'arc sud, s'étendant dans l'océan Indien, bien au sud-ouest de l'Australie, et la seconde, comprenant une large zone d'Asie du Sud-Est, de la Chine occidentale au sous-continent indien. Agrandir cette zone de recherche compliqua encore plus une affaire déjà très complexe. Un jour très triste, le 24 mars, le Premier ministre malaisien Najib Razak dut annoncer une nouvelle déchirante. Après avoir examiné attentivement les derniers signaux de l'avion, avec l'aide des experts d'Inmarsat et de la branche britannique d'enquête sur accidents aériens, il parvint à une conclusion très sombre. Ils avaient déterminé que le dernier emplacement connu de l'avion était au-dessus de l'océan Indien Sud. Cette zone est si vaste et si vide qu'il n'y avait nulle part où l'avion aurait pu atterrir en toute sécurité. Cela conduisit à la croyance déchirante que l'avion, avec toutes les personnes à bord, avait fini par s'écraser en mer. Ce moment fut un moment très triste dans l'histoire du vol 370, surtout pour toutes les personnes liées à ce vol. L'avion transportait 239 personnes et il semblait impossible que quiconque ait survécu à cet événement terrible. À ce moment-là, c'était la pire chose qui ait jamais arrivé à un Boeing 770. Ce triste record appartenait au vol Asiana 1331 jusqu'à ce qu'un autre événement tragique survienne. Un autre Boeing 770 de Malaysia Airlines, le vol MH17, fut abattu le 17 juillet 2014. Cet autre horrible événement coûta la vie à 298 personnes, rendant cela encore plus tragique que le premier. Suivez-nous dans cette intense chasse aux indices, remplie de rebondissements inattendus et du fort désir de découvrir ce qui s'est réellement passé. La chasse aux faibles bips. La mission pour retrouver le vol 370 devint la recherche la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. Cette mission était incroyablement difficile, principalement parce qu'on pensait que l'avion avait pu s'écraser dans une partie de l'océan vraiment éloignée de tout, rendant l'accès très compliqué. Un petit espoir est apparu le 6 avril 2014 lorsqu'un chavilier australien flottant loin dans la mer entendit ce qu'il pensait être des bips de la boîte noire de l'avion. Ces sons furent captés à environ 1700 miles au nord-ouest de Perth, une ville sur la côte ouest de l'Australie. Ce qui rendait cette piste crédible, c'est que les données d'Inmarsat, une entreprise de satellites, correspondaient à l'endroit d'où provenaient ces bruits. Mais une grande inquiétude pesait sur tout le monde. Si ces bips venaient réellement du vol 370 et de la boîte noire enregistrant les derniers moments de l'avion, elles risquaient de bientôt manquer de batterie et de cesser de fonctionner. Pour vérifier cette piste, ils envoyèrent un sous-marin robotisé pour fouiller le fond de l'océan. Ce travail, immense, dura longtemps. Les bips avaient été entendus sur une vaste zone, et malgré les efforts du sous-marin qui chercha longtemps, il ne put trouver aucun morceau de l'avion disparu. Plus tard, certaines personnes commencèrent à penser que ces bips étaient peut-être une erreur, peut-être causée par l'équipement du sous-marin lui-même. Mais les chercheurs n'abandonnèrent pas. Ils poursuivirent leurs recherches avec détermination jusqu'en juin 2015, sans succès. Puis, le 29 juillet 2015, quelque chose de petit mais d'important se produisit. Une partie de l'aile droite de l'avion, un morceau appelé le flaperon, échoua sur une plage de l'île de la Réunion. Cette île est très éloignée de l'endroit où ils avaient initialement cherché,
à environ 2300 miles à l'ouest de la zone de recherche dans l'océan Indien. Au cours des mois suivants, d'autres morceaux susceptibles de provenir de l'avion commencèrent à apparaître sur des plages dans différents endroits, comme la Tanzanie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, Madagascar et l'île Maurice. Parmi eux, 26 morceaux étaient considérés comme probablement issus du vol 370. 3 d'entre eux furent définitivement identifiés comme provenant de cet avion, et 17 étaient presque certainement liés à lui. 2 morceaux provenaient même de l'intérieur de l'avion, ce qui fit penser que l'appareil s'était brisé en plusieurs morceaux à un moment donné. Mais ce que personne ne savait avec certitude, c'était si l'avion s'était brisé alors qu'il était encore dans le ciel ou lorsqu'il avait touché l'eau. Un examen approfondi des parties de l'aile, trouvées sur l'île de la Réunion et en Tanzanie, donna quelques indices sur ce qui s'était passé juste avant la perte de l'avion. Il semblait que l'avion n'avait pas été doucement amené à atterrir sur l'eau par quelqu'un le contrôlant. Au contraire, certains experts commencèrent à penser que le vol 370 avait pu toucher l'eau très durement, plongeant directement dans une descente raide. En janvier 2017, les pays de Malaisie, d'Australie et de Chine déclarèrent qu'ils devaient arrêter leur recherche officielle du vol 370. Mais ensuite, une entreprise américaine, appelée Ocean Infinity, obtint la permission de la Malaisie de continuer à chercher. Cette nouvelle phase dura jusqu'en mai 2018, lorsque le ministère malaisien des Transports annonça que cet effort supplémentaire pour retrouver l'avion prenait fin. Au milieu de 2018, précisément en juillet, des responsables malaisiens publièrent un rapport sur la mystérieuse disparition du vol. Ce rapport était important, car il indiquait qu'il était peu probable que l'avion ait disparu en raison d'une défaillance accidentelle interne. Au lieu de cela, il laissait entendre que peut-être quelqu'un avait pris le contrôle de l'avion, modifiant intentionnellement sa trajectoire. Cette hypothèse compliqua encore davantage l'affaire et approfondit le mystère de ce qui s'était réellement passé. Même avec de nombreux indices solides et un travail acharné, le groupe d'experts enquêtant sur cette affaire ne put toujours pas comprendre précisément pourquoi le vol 370 avait disparu. Après cette disparition, beaucoup de personnes commencèrent à spéculer. Une hypothèse inquiétante était que peut-être quelqu'un avait détourné l'avion par la force, ce qu'on appelle le détournement. Ce n'était pas une simple supposition, il y avait des faits qui laissaient penser que cela pouvait être vrai. Une chose particulièrement préoccupante qu'ils découvrirent, c'est que 2 personnes montèrent à bord du vol 370 avec des passeports qui n'étaient pas les leurs. Ces passeports avaient été volés à d'autres personnes. Ce fait alarma tout le monde. L'un appartenait à une personne d'Autriche, l'autre à une personne d'Italie. Tous 2 avaient été signalés comme disparus en Thaïlande au cours des 2 années précédentes. Interpol, le réseau policier mondial, confirma que ces passeports figuraient dans sa liste de passeports signalés comme perdus ou volés. C'était un problème sérieux, car personne n'avait vérifié ces passeports par rapport à ces objets signalés lors du vol. Ce problème attira encore plus l'attention lorsque Ahmad Zahid Hamidi, le ministre de la Sécurité malaisien, souligna une erreur importante. Il était énervé parce que les autorités brantalières malaisiennes avaient laissé monter à bord 2 passagers avec des passeports volés. Ces 2 hommes avaient acheté un billet aller simple uniquement via China Southern Airlines, en utilisant des faux noms. Plus tard, on découvrit que l'un de ces jeunes hommes, un Iranien âgé de 19 ans, avait acheté ses billets à Bangkok en payant en cash pour se rendre en Europe. Les enquêteurs commencèrent à penser que ces jeunes cherchaient simplement à demander asile dans un autre pays. Le chef d'Interpol déclara qu'il commençait à penser que cela n'avait peut-être rien à voir avec le terrorisme. Après la mystérieuse disparition, des équipes américaines et malaisiennes examinèrent en détail le passé de tous les passagers. Chine fit également ses propres vérifications. Après toutes ces investigations, ils concluèrent qu'aucune de ces personnes n'était impliquée dans des actes violents ou terroristes. Entrés dans le tourbillon de suppositions et d'histoires qui suivirent la disparition du vol 370, chaque nouvelle version ajouta un rebondissement à ce mystère déjà déroutant. L'interphone d'un ingénieur kazakh. Dans cette histoire, un homme attira l'attention pendant un court moment. Un ingénieur de vol d'une société suisse louant des jets privés. Sa connaissance approfondie des avions fit penser à certains qu'il aurait pu prendre le contrôle de l'avion, étant capable de piloter et de manipuler l'appareil.
Pendant que tout le monde cherchait à deviner ce qui s'était passé, une idée très excitante mais aussi effrayante émergea. La possibilité que des espions russes aient pris le contrôle de l'avion. Certains pensaient que ces espions avaient intentionnellement fait écraser l'appareil dans une région désertique de Kazakhstan pour détourner l'attention du public sur les activités russes en Crimée, où il y avait beaucoup de tensions. Cela ressemblait à un scénario de film d'espionnage, mais il n'y avait aucune preuve concrète pour confirmer cette hypothèse. Au fil de l'enquête, un petit détail attira l'attention de tout le monde. Des téléphones portables à bord continuaient d'émettre des sons comme lorsqu'on les appelle. Même si on ne savait pas où se trouvait l'avion, les familles des disparus étaient bouleversées et continuaient à essayer de joindre leurs proches. Lorsqu'ils entendaient que les téléphones sonnaient, ils espéraient que l'avion n'était pas perdu en mer. Cependant, cette petite lueur d'espoir fut rapidement expliquée par des experts en télécommunications. Ce n'était pas que les téléphones avaient été trouvés, mais que le système des opérateurs cherchait à localiser ces appareils. Lorsqu'un appel ne pouvait pas être établi après plusieurs tentatives, le système abandonnait. Ainsi, le son entendu par les familles n'était probablement pas que le fournisseur de services essayait de localiser les téléphones, mais pas les téléphones eux-mêmes. Même si cette explication était plausible d'un point de vue technique, elle n'apaisa pas les familles, qui restèrent très tristes et confuses quant à ce qui était arrivé à leurs proches. Voici ce que nous savons. L'avion volait dans le ciel nocturne au-dessus du golfe de Thaïlande. Soudain, sans avertissement, il fit demi-tour et vola de nouveau au-dessus de terres peuplées, passant par de grandes villes et de petits villages. Après ce virage brusque, plus aucune nouvelle de l'avion. Dans cette ère où tout le monde partage tout en ligne, ce silence complet est vraiment étrange et inquiétant. Personne à bord de cet avion, qu'il voyageait pour des vacances ou pour le travail, n'a envoyé de message, passé un appel, partagé une photo ou dit quoi que ce soit en ligne après que l'avion ait changé de direction. Ce silence a rendu le mystère encore plus grand et a suscité de nombreuses inquiétudes quant à ce qui aurait pu se passer pendant ce vol. De nos jours, avec tout le monde généralement en ligne, il est étrange qu'une personne du vol 370 n'ait établi de contact. Ce silence a provoqué beaucoup de débats et de conjectures parmi les experts. De nombreux passagers venaient de Malaisie et de Chine, des pays où presque tout le monde utilise un téléphone, surtout ceux qui voyagent à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui les a empêchés de communiquer ? Étaient-ils incapables d'envoyer des messages ou étaient-ils d'une manière ou d'une autre empêchés de le faire ? Il est possible que l'avion soit trop haut dans le ciel pour que leur téléphone fonctionne, ou peut-être ont-ils essayé d'envoyer des messages mais ont échoué. Ces possibilités rendent la situation encore plus déroutante. Alors que les enquêtes se poursuivent, le mystère du vol 370 devient de plus en plus profond et intrigant. Tout le monde cherche le moindre indice pouvant expliquer cet événement déroutant. Après avoir changé de cap, le radar militaire détecta quelque chose d'inhabituel concernant le vol 370. Il grimpa à une altitude extraordinaire de 45 000 pieds, bien au-dessus de son niveau de croisière normal, puis descendit à environ 23 000 pieds avant de remonter à 29 500 pieds. Ce mouvement erratique pourrait expliquer pourquoi les téléphones des passagers étaient hors service. Quoi qu'il en soit, que les passagers aient essayé d'utiliser leur téléphone en plein vol ou qu'ils l'aient gardé allumé depuis le début, ces altitudes extrêmes ont probablement empêché toute connexion avec les tours de téléphonie mobile au sol. Dans la quête pour découvrir pourquoi le vol 370 a dévié de sa trajectoire prévue, les enquêteurs américains envisagèrent la possibilité d'une action délibérée de l'intérieur du cockpit, suggérant que l'avion aurait pu être intentionnellement dirigé vers l'océan Indien. Pour approfondir, les autorités malaisiennes examinèrent les domiciles des pilotes, scrutèrent leurs dossiers financiers, y compris leurs activités bancaires et de cartes de crédit, ainsi que d'autres détails personnels. Ils plongèrent dans les antécédents et les raisons possibles de ceux à bord en analysant l'avis de l'équipage et les événements étranges des dernières heures du vol. Le secret de la route du capitaine. 1 mois après la disparition de l'avion, le responsable de la police de Malaisie mentionna qu'ils avaient interrogé plus de 170 personnes, y compris les familles, les pilotes et les membres d'équipage. Le capitaine Zahari Shah était au centre de l'attention, surtout si la perte de l'avion était liée à des actions humaines. Des rumeurs troublantes circulèrent à propos du capitaine Zahari, certains spéculèrent qu'il aurait pu planifier une fin tragique en faisant délibérément s'écraser l'avion, peut-être après avoir enfermé le copilote à l'extérieur, coupant toutes les communications extérieures, compromettant la qualité de l'air dans la cabine et permettant à l'avion de continuer à voler en pilotage automatique jusqu'à ce qu'il manque de carburant.
Les enquêtes sur la vie personnelle de Zahari révélèrent qu'il était un père marié, père de 3 enfants, vivant dans un quartier paisible avec 2 propriétés. Il possédait un simulateur de vol qu'il utilisait fréquemment chez lui. Un détail suspect apparut. Le simulateur contenait une trajectoire de vol ressemblant à celle du vol 370, se dirigeant vers l'océan austral, se terminant sur une île éloignée. Cette route, supprimée, fut récupérée par des spécialistes qui notèrent sa ressemblance avec la trajectoire réelle du vol 370, alimentant ainsi les spéculations sur ses motivations possibles liées à des difficultés personnelles. Zahari traversait aussi des difficultés personnelles, notamment une séparation avec sa femme, ce qui était difficile pour lui. Il était aussi préoccupé par un proche, Ibrahim, qui avait été condamné à 5 ans de prison peu avant le vol, ce qui aurait pu ajouter à sa pression émotionnelle. Cependant, la femme de Zahari refuta ces problèmes, soutenue par des amis et la famille qui croyaient qu'il était trop dévoué à sa famille et à sa carrière pour commettre une telle action. Au fil de l'enquête, la police de Kuala Lumpur collabora avec le FBI pour analyser en profondeur le simulateur de Zahari. Malgré les examens minutieux, aucune preuve n'a été trouvée impliquant Zahari dans la planification de quoi que ce soit de sinistre, ce qui déplaça l'attention vers le copilote Farik Abdouhamid. Une découverte surprenante fut faite. Farik tenta de passer un appel téléphonique lorsque l'avion volait bas dans la côte malaisienne, mais l'appel s'interrompit abruptement. La connexion fut brièvement établie avec une tour de l'État de Penang, puis interrompue alors que l'avion sortait rapidement de portée pour un transfert vers une autre tour. Les détails de cet appel mystérieux restèrent non divulgués, alimentant toutes sortes de spéculations à qui Farik essayait-il de joindre à un moment si critique. Les responsables et enquêteurs s'en regardent de bien en dire, gardant confidentiel le destinataire et l'intention de l'appel, ce qui nourrit des rumeurs et des théories. Au milieu de ce secret, certains suggérèrent que Farik, peut-être accablé par des problèmes personnels, aurait pu prendre une décision drastique en prenant le contrôle de l'avion, en éteignant ses systèmes et en s'isolant dans le cockpit. Si ces rumeurs étaient vraies, cela aurait marqué un tournant tragique, car tout l'équipage et les passagers se seraient retrouvés dans une situation désespérée, incapables d'accéder au cockpit à un moment critique. Cette hypothèse ajouta des couches d'obscurité et de chagrin à la narration déjà complexe du vol 370, approfondissant le mystère et renforçant le sentiment de tragédie entourant l'incident. Des spéculations ont également émergé sur la vie personnelle de Farik, notamment d'éventuelles luttes dans ses relations amoureuses. On évoqua qu'il aurait pu être tellement accablé par ses problèmes personnels qu'il aurait vu cet acte comme une échappatoire à sa souffrance, une dernière tentative de fuite. Cette théorie peignait le portrait d'un homme poussé à bout, se sentant totalement sans option. Mais il est aussi crucial d'examiner les éléments qui contredisent cette vision sombre. Farik n'était pas n'importe quel pilote, c'était un homme profondément amoureux sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Il était fiancé à la capitaine Nadira Ramli, une pilote de 26 ans d'une autre compagnie aérienne. De tous les témoignages, leur relation était une source de grande joie. Leur mariage imminent indiquait un homme qui attendait l'avenir avec optimisme, pas quelqu'un qui cherchait la fin. De plus, la carrière de Farik était une partie importante de sa vie, dont il tirait une grande fierté. Voler n'était pas simplement un travail, c'était une passion, un appel. Son enthousiasme pour le vol était évident, tout comme sa dévotion envers sa profession reconnue par ses collègues. Ce degré de dévotion montre à quel point il valorisait son rôle de pilote. En considérant ces aspects, il devient difficile d'imaginer qu'il aurait choisi délibérément un chemin menant à une telle fin. Son mariage, sa passion pour le vol, ses qualités personnelles semblent contredire les théories de suicide ou de détournement. Ce contraste entre les théories de désespoir et les évidences tangibles d'un homme épris de sa vie et de sa carrière complexifie encore plus le mystère. Cela nous pousse à éviter les conclusions simplistes et à prendre en compte toutes les facettes de sa vie. Adopter une approche globale de l'enquête permet de respecter la complexité et la nuance des émotions humaines dans ce type de scénario. Que pensez-vous qui se cache au cœur du mystère du MH370 ? Cette nouvelle preuve pourrait-elle tout changer sur ce que nous pensions savoir ? Partagez vos pensées ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.